pour ceux qui connaissent le format Live Logistique Convention, cette année on a revu beaucoup de choses. L'objectif est d'avoir énormément de participation lors des ateliers, davantage collaboratif. Donc vous allez être clairement sollicités pendant ces un peu plus de 2 heures d'atelier sur 2 thèmes assez atypiques pour le e-commerce qui sont adressés de manière très parcellaire, qui sont l'économie du vide et la fraude à la livraison. Sont-ils les nouveaux enjeux du e-commerce des années à venir? Nous allons avoir Mathieu Herly, président et fondateur de Coliconsult, qui va animer une partie de la conférence, et Ethan David, directeur commercial chez Raja. Donc je les remercie pour leur présence une nouvelle fois et je vous laisse la parole pour débuter cet atelier. Alors je voudrais déjà dire merci à toi, Julien, de nous inviter, de m'inviter. Déjà le premier commentaire, je ne sais pas si vous avez vu, je trouve que c'est magnifique ici. Ouais. Franchement, je reviendrai. Vous aussi peut-être, mais en tout cas je reviendrai. Et puis c'est super agréable parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc ça nous met la pression. Il va falloir être bon. Non, ça c'est. Et donc voilà, c'est agréable d'avoir autant de professionnels et d'experts qui sont là, qui vous parlent d'un sujet que Mathieu va aborder et que je vais aussi compléter. Merci. Merci. Ouais, donc, je crois que c'est toi qui dois prendre la parole au début, puisque il y a un slide sur le partage des ce qui a été commandé. Voilà. Okay. Alors, voilà, on rentre, juste avant, on va rentrer dans le vif du sujet. E-commerce et puis préoccupation des e-commerçants. Tout le monde connaît Raja, j'ose pas poser la question. Oui. Voilà, oui. Voilà, donc Raja est distributeur et fournisseur d'emballage et d'autres solutions pour les entreprises présentes dans plusieurs pays. Et nous avons la particularité d'avoir beaucoup d'e-commerçants parmi nos clients. C'est probablement à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires qui est de 630 millions l'an dernier. Donc ça veut dire beaucoup de clients dans cette activité-là, dans différents secteurs d'activité. On leur a adressé fait un questionnaire en début d'année, début 2017-2019, et on leur a demandé c'est quoi votre priorité, votre préoccupation voilà, en tant que e-commerçant, vos 3 priorités. Et ce qui ressort de cette étude, on a eu à peu près 340 réponses, c'est écrit. d'e-commerçants français, allemands, autrichiens, belges, néerlandais, d'Angleterre, d'Italie et d'Espagne. Et ce qui ressort majoritairement, c'est les coûts de transport, c'est comment optimiser les coûts de transport. Ça jusque-là, pas grande surprise, n'est-ce pas? Ils veulent améliorer leur productivité lorsqu'on prépare les colis, parce que ça, ils perdent beaucoup de temps, et ça, c'est une préoccupation aussi des spécialistes de la logistique. Et puis également, ce qui vient après, assez vite après, en fait, il y a quelque chose qui est à peu près au même niveau, à peu près 80%, c'est la casse. La casse, c'est le vol qui intervient aussi. Et juste, et là, à peu près au même niveau, on a trouvé des emballages éco-responsables. Voilà, ça, c'est une préoccupation, j'ai envie de dire, qui est assez assistante depuis maintenant depuis 2 ans. Et quand on fait, à partir de ce constat, bien on ne peut pas ne pas aborder l'économie du vide, et d'où la volonté aujourd'hui de partager cet échange avec Mathieu et vous. Et je vais m'appuyer sur trois chiffres assez bluffants. C'est une étude forte, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la regarder, ça vous dit quelque chose? Force qui a été faite donc c'est fait en collaboration, c'est à la demande de DS Smith, qui est un fabricant mondial de carton ondulé. Oui. Voilà, à la demande de c'est Force qui a fait une étude qui est assez intéressante que vous pouvez télécharger, et celles et ceux qui souhaitent l'avoir peuvent me contacter et je vous l'enverrai. Alors ce qu'on peut retenir de cette étude,
c'est que, de manière générale, dans le transport, tout type de transport, on se rend compte qu'à peu près 25%, un quart du volume expédié, c'est du vide. Et à partir de là, c'est quand même assez inquiétant. Et quand on fait un focus sur les e-commerçants, on se rend compte que c'est à peu près plus de 40%, 40 à 43% des colis qu'on expédie contiennent du vide. Et je vais vous faire un petit focus parce que j'ai 2-3 indications à vous donner. Par exemple, pour ce qui concerne le secteur des vêtements et des chaussures, c'est de l'ordre de 18%, le vide dans les colis. On monte à 40% pour le petit électroménager, c'est quand même beaucoup. J'ai pu comprendre qu'il y avait des gens de chez Fnac-Darty, pas. 43% pour les luminaires, tout ce qui est luminaire, éclairage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 52% pour l'épicerie, ce qui est énorme. 52% pour les jouets et 64% pour ce qui est de la verrerie. Donc vous voyez, c'est très très large et évidemment quand on regarde ça on se dit il y a un moyen de réduire le vide à condition de revoir la méthode d'emballage. Voilà. Tout ça, force nous dit que 46 milliards de dollars pourraient être ainsi économisés si on gagnait sur l'activité de vide, des colis, et 122 milliards de tonnes de CO2 émis par an et générés par le transport de vide. C'est beaucoup, comme vous le voyez, hein, c'est beaucoup. J'ai parmi mes grands clients le plus grand e-commerçant français, c'est qui? C'est Discount, moi je les adore, alors je vais le dire. Il m'avait donné le nombre de ce que ça représentait en CO2 et en nombre de camions et de volumes économisés depuis ce travail qui a été fait dans la réduction du vide, l'optimisation des colis et dans le transport. C'est assez faramineux. Voilà. Pardonnez-moi, je vous ai... Vous vouliez dire quelque chose, non? Oui, je voulais juste savoir l'étude, c'est sur quel territoire en fait cette étude-là? Europe. Europe. Western Voilà. Europe, Voilà. Donc ça, c'est... D'accord, merci. Mais je vous l'enverrai. C'est gentil. Avec plaisir. Voilà. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on a posé le sujet. Et je pense qu'on peut y aller là. Donc moi, je prends le relais sur une des conséquences de cette économie du vide et une façon que les transporteurs ont essayé de la contrer et leur impact, c'est le poids volumétrique. Alors ceux qui achètent du transport dans la salle doivent être un peu familiers avec le principe, mais on a quand même choisi de reprendre un peu les règles de base de ce qu'est le poids volumétrique, comment ça se calcule et qui applique du poids volumétrique. Donc le poids volumétrique, en fait, hein, c'est la démarche qui consiste à essayer de transformer un volume donné, en l'occurrence le volume d'un colis, mais aussi d'un conteneur ou autre, en un poids virtuel qui s'appelle poids volumétrique, qui va être comparé par le transporteur avec le poids réel et qui va permettre de choisir le poids de facturation. En fait, le poids facturé va être le plus élevé des deux. Donc, je ne sais pas si on fait le business case là, d'un emballage Amazon tout de suite, mais on va faire l'exemple type de comment on calcule le poids volumétrique d'un colis. Juste là, on voit quelques-uns des principaux transporteurs, revendeurs, ou en tout cas de transport qu'on peut avoir sur la place. Et on va voir que tous n'appliquent pas du poids volumétrique. J'ai envie de dire heureusement pour les e-commerçants, mais il y a quand même une tendance de fond où la facturation en poids volumétrique, donc la prise en compte de la dimension des cartons, est intégrée par les transporteurs et ça se développe un peu. Et c'est le slide suivant, où là on a pris juste un des principaux transporteurs, principaux express du marché, et puis comme l'acteur principal, Colissimo, et on s'est intéressé juste à savoir si oui ou non du poids volumétrique était appliqué, et si oui, sur quelle destination. Alors, historiquement, les trois leaders mondiaux de l'Express, FedEx, DHL, UPS, eux appliquent systématiquement du poids volumétrique. C'est-à-dire que dès qu'on envoie un colis avec UPS, DHL, même en France, on est taxé sur le volume du colis. Jusqu'à présent, Chronopost et TNT n'appliquaient par contre pas de poids volumétrique, eux, en France, et c'est un des changements assez importants qui impacte un certain nombre d'entreprises aujourd'hui.
certaines en ont conscience, d'autres un peu moins, c'est que Chronopost, dorénavant, applique et déploie une facturation poids volumétrique, hein, dans des proportions qui restent paramétrables selon les contrats, mais voilà, ça montre bien qu'à un moment donné, un transporteur comme Chronopost, qui avait énormément de flux e-commerce France, ne pouvait plus faire abstraction de cet élément de prise en compte de cet élément qui est le volume des colis, qui remplissent les camions, qui remplissent les moyens de transport de manière générale, et qui peuvent poser problème lorsqu'on a des e-commerçants pas très vertueux sur le sujet, qui peuvent utiliser un très gros carton. Et je pense que ça arrive à tout le monde. Si on fait d'ailleurs un petit test comme ça, est-ce que quelqu'un a déjà reçu un colis et s'est dit en déballant son colis e-commerce, mais c'est pas possible, pourquoi ils ont pris un carton aussi grand? Hein, voilà, je pense que tout le monde aura un peu un petit fait la main, on l'a tous vécu. Et pourquoi ils le font? Parce qu'en fait, ils n'ont aucune pénalité à éviter de le faire. Hein. Sauf si maintenant les transporteurs se mettent à faire une facturation poids volumétrique. Pour le monde, dès que ça prend un avion, on est obligé de faire une facturation poids volumétrique, sinon ce serait beaucoup trop dangereux pour eux de remplir des avions sans avoir tenu compte du volume des colis. Et après, en Europe, c'est au cas par cas. Alors, chez Chrono, il y a des services qui n'appliquent pas le volumétrique, d'autres oui. Et chez TNT, il y a même un ratio un peu plus pénalisant que chez les autres sur un de leurs services. Voilà. Et donc là, on rentre dans le study case de Julien. Je crois que je te laisse la parole pour présenter On va introduire cet exercice. Ce sujet, on a voulu faire un cas pratique assez simple en passant quelques commandes chez le leader du e-commerce mondial qui est Amazon. On a pris le parti de commander simplement 3 articles différents sur du mono-article, et des articles plutôt de taille différente, un petit, un moyen, un grand article. Ce qu'on se propose simplement de faire aujourd'hui, c'est les commandes qui sont là, c'est de les déballer ensemble. On a déjà pris les dimensions et les poids des colis pour calculer leur poids volumétrique. Mais l'idée, c'est de découvrir en live les articles qui sont dedans et le taux de vide qui est présent chez Amazon, qui est un des leaders du secteur, qui est plutôt très performant sur le sujet. Du coup, ça reste, je pense, intéressant. Est-ce que quelqu'un veut nous donner un coup de main? On a simplement un cutter et on a besoin de 2 personnes, quelqu'un qui coupe les colis, un autre qui mesure, on a une matrice et on prend quelques chiffres. Il y a un peu la logistique là. Ils sont mesurés déjà? Ils sont mesurés, c'est juste les articles à l'intérieur, bien les montrer à tout le monde. Nous on a fait. Alors, est-ce que tu peux commencer par le petit colis? On les a pris par ordre de taille. Donc là, c'est un petit article avec un colis qui fait 16 cm par 26 par 4,2, un colis qui fait 200 grammes. Donc on a un poids volumétrique de 0,35. Donc déjà, dans cet exemple-là, on voit sur les facturations pour Amazon. Et dedans, on a une souris d'ordinateur. Et quelles sont les dimensions? Qui a le mètre? Il est là. Hop. Voilà. 10, 12 et 4. On a un ratio de vide de 73%. On bat tous les records par rapport aux chiffres qu'on avait reçus. Et c'est quoi comme 84% de vide. C'était quoi comme C'était une moustiquaire. Nous, on est envahi par moustique tigre. Donc ce soir, couvrez-vous. Ça, c'est un fake, non? Non, c'est pas un fake. Mais en fait, on s'est trompé l'overlap parce qu'on attendait aussi les articles pour le laisser. Mais on a remis le swatch dessus. Et
Ah oui, pardon, le poids volumétrique de l'ancien colis, c'est 2,68 contre 0,65 en poids réel. Et donc celui-ci arrive. Ça, c'est le boulot. C'est une règle avec le dos. C'était pour vérifier, vous allez voir, on a mis. On va considérer que c'est un carré, on va pas dire que c'est un cube. Ça, c'est On va simplifier. On est gentil, 1000 par 8. 95% de vide dans cet exemple. Et un poids volumétrique, Julien, de 32 kg, 2 kg 75. Donc dans cet exemple, sur 3 commandes qui sont catégories différentes, on a un pourcentage de vide de 94%. C'est juste pour planter le décor. Ah oui, Et on va ensuite échanger sur ces sujets ensemble. Là, on vous propose juste, on a commencé l'atelier sur Amazon, parce qu'ils ont des moyens et c'est un des leaders du secteur en matière d'e-logistique. Et on vous pose une question toute simple, en tant que détailleur, e-commerçant, logisticien. Est-ce que vous avez déjà réfléchi et mis en place des solutions pour optimiser le vide dans votre business? Donc on va vous faire circuler des petits post-it avec des stylos. Vous mettez juste oui ou non sur le post-it. Et vous mettez le nom de la société, on va les coller pour faire un sondage quelque part sur ce sujet. réfléchi et mis en place. Les deux. C'est-à-dire qu'il y a réellement eu une volonté d'avoir un impact opérationnel sur le sujet. Donc pendant que vous remplissez vos petits post-it, on ne peut pas extravoler non plus ces résultats, il n'y a que 3 commandes, mais ça veut dire quand même qu'on a mis 9 en gros sur la route. On n'est pas sur un petit e-commerce. Alors, je rappelle la consigne, vous mettez oui si vous avez réfléchi et mis en place des solutions pour optimiser le vide dans la préparation de vos colis. Vous mettez non si vous y avez juste réfléchi, éventuellement réfléchi, parce que les sondages montrent que quand même les 2 tiers des acteurs n'y ont même pas pensé. Et si vous n'avez pas mis en place, si vous avez réfléchi pas mis en place, c'est non. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu. L'objectif, c'est de savoir qui a eu un impact opérationnel potentiellement sur le taux de vide par rapport à vos organisations actuelles. Est-ce que c'est un sujet que vous avez adressé aujourd'hui? Levez les post-it quand vous êtes prêts, on passe les ramasser. Barbara, est-ce que tu peux avec Suzanne les... Merci. Il y a des tricheurs, il y a des anonymes.
C'est bon, vous avez tous répondu? Alors, juste pour information, les résultats sont quand même encourageants. Parce qu'à l'UNE, il y a quand même 80% des acteurs qui ont réfléchi et ont mis en place quelque chose. Sauf que Amazon, au niveau mondial, ils ont déposé des brevets sur une technologie qui s'appelle The Matrix et qui est censée améliorer l'optimisation du vide. Sauf que c'est quelque chose qui, mine de rien, si je vous pose la question, est-ce que vous mesurez votre ratio de vide tel qu'on vient de le faire? Du coup, comment on connaît la performance opérationnelle? La facture. Vous le faites? On va le faire en one shot grâce à Nestlé. On va faire un peu tout votre papier, volume Chine, US, etc. qui est énorme. Ils sont format de commande sur un an déjà. On a eu beaucoup de temps de miner quelques beaucoup de en alerte. En fait, on envoyait 3-4 articles par seconde et on attend les résultats lors d'un meeting. D'accord. Le système c'est entier. Donc voilà, juste ce petit sondage. Ensuite, même exercice, c'est simplement si vous pouvez partager ce que vous avez mis en place. Quelles ont été la solution que vous avez trouvée pour impacter le taux de vide de vos emballages? Est-ce que c'est la robotique? Est-ce que c'est l'IA? Comment vous avez travaillé? C'est simplement partager de manière très transparente pour ceux qui le souhaitent. Et là, je vous invite vraiment à bien mettre le nom sur la société, parce que l'idée, c'est que vous expliquiez un petit peu plus que quelques mots sur le site, si jamais on comprend ça. Donc, c'est de nouveau à vous. Qu'est-ce qu'on doit écrire Tu peux le lire aussi sur Wikipédia. Moi, je les connais. Même endroit, il n'y a plus d'un Levez bien la main quand vous êtes prêts à écouter les réponses. Merci. Est-ce qu'on a d'autres réponses de ce côté-là? Vous étiez nombreux à avoir mis oui, mais pas beaucoup à avoir une explication. Hein. Sans vouloir. Si vous avez chaud, n'hésitez pas, il y a des bouteilles d'eau qui ont été disposées.
Alors, est-ce que, donc il y a une ligne robotisation, est-ce que Dispeo, par exemple, peut nous expliquer ce que vous avez mis en œuvre? Je sais pas. Oui. Béatrice, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors Dispeo, pour ceux qui nous connaissent peu, on est société qui fait partie du groupe Ops, et dans lequel se trouve également Colis Privé. Chez Dispeo, le sujet des emballages et du vide dans les cartons, c'est un sujet qui est au cœur de notre préoccupation et celle de nos clients, bien évidemment. Donc on va utiliser des algorithmes qui permettent de calculer, d'avoir les dimensions, calculer la dimension donc, des articles et qui permettent de déterminer quel est l'emballage, le carton le plus adéquat pour lutter contre le vide. Ça se réserve effectivement que le client puisse nous transmettre les dimensions. Ensuite, on est en train également de réfléchir sur des systèmes de robots qui vont calculer en fait, scanner en 3D les produits pour pouvoir déterminer quel est l'emballage le plus adapté. Et enfin, sur aussi de la mécanisation qui permettra en fait de déterminer un format de carton par rapport au produit. Merci Béatrice. On avait également Cdiscount qui devait être là aujourd'hui, parce qu'ils ont fait la une la semaine dernière sur la mise en place avec Neopost d'une machine qui permet de faire des cartons en 3 dimensions. Parce que historiquement, les cartons, c'est 2D et on réduit la hauteur. On se retrouve avec des ratios de vide qui étaient parfois assez conséquents. Donc il y a des nouvelles machines qui arrivent en plus sur le marché qui permettent de faire l'emballage à façon, mais sur les 3 dimensions cette fois-ci. Donc c'est effectivement une des belles possibilités. Alors Cdiscount, que je connais bien, est équipé en machine Neopost de la CVP 500. Sans doute la connaissez, une machine qui effectivement construit l'emballage autour du produit et réduit au maximum le vide. On est vraiment et la particularité, c'est sans doute de ça que tu veux parler, la communication. Ils sont équipés, je crois, de déjà 3 lignes automatiques. Et la particularité, c'est qu'ils viennent installer cet été une nouvelle ligne, toujours de Neopost, mais qui fait des paquets beaucoup plus petits. Et c'était ça la particularité. Et c'est une machine qui est beaucoup plus productive. CVP 500, c'est 500 colis heure. Et là, ils ont une machine qui produit jusqu'à 1000 colis heure, puisqu'il s'appelle la CVP 1000. Voilà, pour compléter l'information du lien. Alors, Vipolino, produit chemise, c'est intéressant, c'est un des meilleurs résultats en termes de ratio de vide dans les études. Donc, en fait, c'est assez simple pour Vipolino, donc je n'ai pas tellement de mérite, dans le sens où nous sommes monoproduits, puisque nous ne vendons que de la chemise personnalisée sur mesure, et par conséquent, que ce soit chemise ou chemisier, enfin chemise pour hommes et chemisier pour femmes, et par conséquent, eh bien, la commande sera soit une chemise, soit 2 chemises. Donc on a un pack qui est sur mesure, qu'on a en fait réalisé sur mesure. D'abord, on a en fait un sachet en plastique biodégradable avec notre marque dessus. Et puis autour, le pack qui est vraiment sur mesure pour 1 ou 2 chemises. Et un deuxième pack qui est pour 6 chemises, puisqu'en fait, on peut prendre un abonnement et commander directement 6 chemises. Donc on a juste 2 packs qui sont faits sur mesure, puisque c'est un monoproduit. Donc on a, voilà, c'est très simple, très basique. Donc j'ai pas les choses simples sont parfois très efficaces. Même si il y avait sur le même sujet Flippy, avec des machines pour découper le carton en hauteur, si vous pouvez nous en dire plus. C'est là. Bonjour. Nous, on a mis en place déjà la première solution et tous les produits comme les rideaux, les traînes des rideaux, on expédie tout dans l'emballage d'origine. Du moment que l'emballage c'est rigide, il n'y a aucun souci des casses, on expédie. Après, on utilise beaucoup l'enveloppe sur la partie prêt-à-porter, donc même exemple que du Volino. Et après, on a une machine pour la découpe notaire de nos colis. Donc, le colis, il a des lasers qui calculent la pièce à l'intérieur et après on réduit. Après, la difficulté dans notre métier, c'est aussi qu'on expédie beaucoup de produits, des pièces fragiles. On utilise beaucoup de produits de suremballage, du craft, des bulles. Donc là, souvent, on fait des emballages plus larges pour atténuer les chutes qu'il peut y avoir dans le transport. Merci.
packing en sac, la Redoute. Karl. Oui, en fait, on parle beaucoup de carton. Je suis désolé pour Aja, mais bon, si on fait du packing souple, manuel, on peut aussi gagner de la place et s'adapter à la taille du produit. Il y aura beaucoup de... Pardon? Alors après, la question c'est est-ce que l'espace gagné fait en effet un impact supérieur ou inférieur au carton et faire une équation globale, en effet. Donc ça c'était la même chose. Alors, Yourstore, j'arrive pas bien à lire. Bonjour tout le monde, société Yourstore, logisticien. Très basiquement, ce que je fais, c'est que je prends les best-sellers de mes différents e-commerçants, que j'adapte avec le carton vraiment aux tailles, grâce au simulateur présent notamment sur le site de Raja. Et à partir de là, après, je vais utiliser ces mêmes cartons sur les différents produits de mes différents e-commerçants. Voilà, c'est pour, on va dire, minimiser au plus simple l'espace. Même logique, mais avec un peu plus d'articles. Voilà. Dimotrans, VSL, L'Oréal. Oui, ça va. Je vais lire VSL, donc logisticien plutôt aussi filiale de Dimotrans. Je citerai 3 exemples. Le premier, c'est dans la veine de la Redoute, puisque il y a très longtemps, on faisait du B2C en print. Beaucoup de choses qui étaient vendues en textile et pour économiser déjà de l'argent, alors on n'avait pas de conviction tellement de code CO2, mais l'argent, on a envoyé déjà des sachets, et puis pour le cas du volume, c'est quand même plutôt pas mal fait. La deuxième remarque, pour aller dans le sens d'Amazon, il y a encore pas mal de temps, alors aujourd'hui c'est vrai que ça s'est amélioré, mais il y a encore pas mal de temps, quand tu commandais 3 articles, Julian, tu recevais 3 colis. Donc tu peux multiplier par facteur 3 tes dimensions que tu avais, alors aujourd'hui c'est un petit peu mieux, mais c'est toujours pour revenir donc à notre exemplaire le plus précis, puisqu'on a un document qui est juste à côté de moi, qui expédie plutôt 6 ou 7 articles en moyenne, et en optimisant les formats de carton, alors comme monsieur qui est expert en Raja, on a multiplié par le nombre de formats de carton, on a divisé par 6 le volume moyen utilisé. Alors c'est vrai que les produits éditoriaux sont plutôt petits, mais on a divisé par 6 les volumes moyens utilisés, c'est considérable. Donc ça c'est la premier challenge qu'on a réussi, et le deuxième c'est encore mieux, puisqu'on a pour la plupart des produits réussi à diminuer la boîte pour qu'elle passe directement dans la boîte postale. Alors si je veux livrer avec compte signature et puis le petit garçon joliment habillé pour la dame, c'est moins intéressant, mais si je veux pas avoir d'ennui et si je veux recevoir mon colis directement dans la boîte, c'est comme ça. Bien, merci à tous. Mathieu, je vais te laisser prendre la suite. Bon, on a pu voir donc les actions qui sont menées par les expéditeurs. L'idée, ça va être ici d'aider chacun à faire un diagnostic un petit peu de la situation dans son entreprise par rapport à ces expéditions, et puis d'essayer de trouver une méthode qui permet de mettre en place une optimisation, on va dire, du poids volumétrique. Donc là, on décompose rapidement l'étape. L'étape, c'est de répartir les envois par tranche de poids, de comparer les poids facturés par vos transporteurs, d'analyser les dimensions des colis qui sont utilisés et de matcher ces analyses de taille de carton avec celle de la consommation de transport. Et ensuite mettre en œuvre la partie stratégique, donc adapter sa gamme de carton au diagnostic qui pourra être fait. Et ensuite, savoir un petit peu comment comparer finalement les transporteurs avec et sans poids volumétrique, puisque c'est quand même un enjeu pour pas mal d'entre vous. Donc première étape, et ça c'est une démarche assez classique en transport, mais c'est réussir à travers 1 mois ou 6 mois de consommation à répartir sa consommation de transport sur différentes tranches de poids. Ça va être intéressant pour plusieurs choses, notamment ce qui est intéressant de le faire, c'est en séparant le chiffre d'affaires et les envois, le chiffre d'affaires de dépenses plutôt, et les envois. Typiquement, on a souvent des clients qui nous disent « Monsieur Arly, je fais 80% de mes dépenses, 80% des envois font moins de 5 kg. » Ce qu'on leur montre à travers les statistiques, c'est que certes 80% des envois font moins de 5 kg, mais qu'ils ont 50% de leur budget qui est au-dessus de 5 kg. Et donc tout de suite, ça permet de rééquilibrer la discussion. Mais bon, là, on est moins sur l'analyse volumétrique. L'analyse volumétrique, ce qui est intéressant, c'est de zoomer par tranche de 500 grammes, si votre transporteur vous facture en tranche de 500 grammes, et voir comment se répartissent les envois sur une période donnée sur ces tranches de 500 grammes qui collent à votre grille tarifaire.
Et on va souvent arriver à une répartition, vous verrez, qui correspond aux cartons, bien évidemment, qui sont achetés par les commerçants. Deuxième point important à analyser, ça va être comparer les totaux des colonnes poids réels et poids volumétriques. Donc si vous demandez à votre transporteur express qui applique du poids volumétrique un rapport statistique, en général, il va vous donner une colonne avec les poids. Mais en fait, il s'agit des poids facturés. Et ce poids facturé, ça peut potentiellement être, et assez souvent, le poids volumétrique. Donc l'intérêt, c'est de leur demander, renvoyez-moi les mêmes stats, et tous les ont, il ne faut pas écouter ce que vous dit le commercial, renvoyez-moi les mêmes stats avec le poids facturé et le poids réel mesuré, sans poids volumétrique. Et donc là, vous allez avoir un rapport statistique, un DHL, UPS, Chronopost, qu'importe, où il y aura le poids réel qui vous a facturé sur chaque envoi, et le poids qui a été facturé. Et par définition, ça peut être le poids volumétrique. Vous faites le total de ces deux colonnes, et vous obtenez le poids réel qui a été envoyé en marchandises plus carton, et le poids qui a été facturé. Et donc là, en fait, c'est un peu la même chose que ce qu'on a fait avec les 3 cartons, sauf que là, vous allez pouvoir le faire sur l'ensemble des cartons que vous avez consommés, de transport, pardon, que vous avez acheté sur une période donnée. Donc là, ça va vous donner un ordre d'idée du vide qui a été acheté avec votre transporteur, en fait. À 54%, vous avez acheté du vide. Alors ça, c'est important, je le répète, ça ne marchera pas avec Colipost qui fait juste du poids volumétrique sur le grand international. Donc ça s'adresse plutôt aux transporteurs, bien sûr, qui appliquent du poids volumétrique, ce qu'on a vu tout à l'heure. Troisième étape, j'espère que tout le monde suit la démarche, on va essayer de faire ça. Troisième étape, c'est de juste prendre les cartons qu'on achète à Raja, voilà, potentiellement, et de mesurer le volume de chacun de ces cartons. Et donc à travers la formule mathématique, alors on l'a passé un petit peu vite tout à l'heure, mais le raccourci simple c'est longueur fois largeur fois hauteur divisé par 5000, ce qui est donc un raccourci mathématique qui permet d'obtenir le poids volumétrique. Donc ce premier carton que j'achète, qui est un tout petit carton, donc, il fait 0,840 grammes, donc il sera facturable sur une tranche de 1 kg. Donc finalement il ne va pas être très impactant parce que vous serez peut-être souvent facturé sur la tranche d'1 kg. Par contre, le troisième carton, 40,30,19, d'entrée de jeu, il fait 5 kg 4,56, donc c'est arrondi à 5 kg, parce que les transporteurs arrondissent toujours à la tranche supérieure. Ça veut dire que tout ce que j'envoie dans ce carton, qu'importe son poids réel, s'il passe dans les mains d'un DHL, d'un UPS, il sera facturé à 5 kg. Parce que pour lui, il y a 5 kg de marchandises en l'équivalent poids volumétrique. Donc là, on fait plusieurs analyses, et ce qui va être intéressant, c'est de réussir à croiser après ces différentes analyses pour pouvoir faire un diagnostic de sa situation. Donc là, on revient sur la première analyse et on a vu les cartons qu'on avait, on a vu les répartitions qui étaient facturées par ces transporteurs. Normalement, en toute logique, vous allez avoir une cohérence. C'est-à-dire que votre consommation, ce qui a été facturé par le transporteur, eh ben, ça correspond à mon carton 1, à mon carton 2, à mon carton 3. Donc ça, c'est vraiment une démarche que j'invite tous à faire. Alors ce qui se passe, c'est que beaucoup ont fait uniquement du transport en France avec Colissimo, avec Montel Relais, et donc ils n'ont pas été sensibilisés à ces questions de poids volumétrique. Mais ils vont se mettre à développer de l'international. Les clients sont de plus en plus friands de Chronopost, donc ils utilisent du Chronopost. Et là, on se retrouve dans une situation où on a beaucoup de facturation poids volumétrique sans que le client ait trop conscience. Parce que les transporteurs ne le disent pas vraiment, c'est pas toujours lisible sur les factures. Voilà, donc il y a réellement un effort un peu à faire pour essayer de se dire, sur mes factures existantes de tous les transporteurs qui peuvent appliquer le poids volumétrique, dans quelle proportion je suis pénalisé par cette mécanisme de facturation. On a fait un peu le diagnostic, on va dire, de la situation d'un client lambda. Maintenant, on va s'intéresser donc à la méthodologie la plus simple, bien évidemment, qui plaît à Raja, et c'est normal, parce que l'approche, c'est de se dire, j'ai des trous dans ma gamme d'expédition, ce qu'on peut voir ici. J'ai pas de carton sur ces tranches-là. Donc en fait, utiliser 3 cartons comme aujourd'hui, eh ben, je vais en rajouter des nouveaux parce que j'ai vu que j'avais un trou. Concrètement, qu'est-ce qui se passait? On essayait de le mettre dans le carton, si on revient un petit peu en arrière, on essayait de le mettre dans le carton 1, mais ce qui ne passait pas dans le carton 1, on le mettait dans le carton 1. Et ce qui fait que, hop, on passait directement de 1 à 2,5 kg. Et de la même manière, ce qui ne rentrait pas dans le carton de 2,5 kg, parce qu'il manquait 5 cm, on le mettait dans le carton de dessus. Mais le carton de dessus, il est 2 fois plus gros en poids volumétrique. Donc en fait, c'est plein d'envois qui auraient pu être facturés sur cette tranche-là, qui se retrouvent facturés à une tranche bien supérieure, parce qu'il y avait un trou dans la gamme de cartons disponibles. Voilà. Donc c'est identifier ces trous dans votre gamme de cartons, dans la raquette, et les combler en trouvant des cartons. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de trouver des cartons qui vont flirter avec les limites supérieures d'un 2 kg. Par exemple, celui-ci fait 1,9, donc il sera facturé à 2 kg. Un carton peut-être un tout petit peu plus grand, il sera à 2,05 et il sera facturé automatiquement 2,5 kg.
Ça peut paraître des histoires de 10 centimes ou de quelques centimètres cubes, mais multiplié par des millions de cartons, des milliers de cartons ou des dizaines de milliers de cartons par mois ou par an, ça peut représenter des sommes non négligeables en fait. Vraiment des quick wins en fait, sans changer de contrat de transport, sans changer de transporteur. Voilà, donc vous avez compris la méthode. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous réduisez votre poids volumétrique de 30%, vous ne faites pas non plus 30% d'économie de transport, puisque le prix du transport n'est pas directement corrélé au prix. Il y a un premier kilo qui coûte cher et puis un kilo supplémentaire qui coûte quelques dizaines de centimes. Mais plus on est sur de l'international notamment, plus le kilo supplémentaire est important. On avait fait ce type d'analyse pour Vestiaire Collectif par exemple, ils avaient énormément de flux US. L'ajout de 2-3 cartons leur a permis de faire des économies colossales avec leurs prestataires express parce qu'il y avait de l'optimisation à faire. La limite étant qu'il y a le marketing qui nous explique ah oui, il faut un beau carton, il faut qu'il y ait du papier de soie, et voilà. Donc il y a un équilibre à trouver en interne, bien évidemment, entre la pochette plastique, qui est très utile et qui permet de même se passer de poids volumétrique, parce que les transporteurs des fois ne mesurent pas. Sur des pochettes plastiques, c'est trop compliqué à mesurer de manière automatique. Mais à côté de ça, en termes d'expérience client, le client aime bien avoir un beau carton avec du papier de soie, un peu d'espace. Donc il y a une réflexion à avoir, mais il faut que l'ensemble de l'entreprise ait conscience que prendre des beaux cartons un peu volumineux et jolis pour des flux notamment internationaux, ça peut représenter 100 000 ou 200 000 euros de transport en plus par an. Et là, ça peut remettre en perspective peut-être certaines velléités marketing de présentation des produits. Voilà. Et un dernier point assez intéressant, donc on a un transporteur aujourd'hui qui applique du poids-volume ou un autre qui n'en applique pas. Comment comparer leurs offres? Et en fait, la méthodologie qu'on met en œuvre nous, sur nos appels d'offres, c'est tout simplement de comparer sur un volume donné qui est facturé en express, donc en poids volumétrique, le ratio du client. Donc chaque client a un ratio, c'est-à-dire que par exemple 50% de ces colis il y a une différence de 50% entre le poids réel et le poids volumétrique, et on va appliquer ce ratio entre deux colonnes. Et donc lorsqu'on va demander au transporteur de coter par exemple son trafic vers la Grande-Bretagne, avec donc 4200 voies qui sont à 500 grammes, on met une colonne en poids volumétrique estimé. Donc là, c'était un trafic d'un transporteur qui n'appliquait pas de poids volumétrique, et lorsqu'on demande de coter à des transporteurs qui appliquent du poids volumétrique, on a créé une colonne avec les poids volumétriques estimés. Donc là, pour faire simple, on a fait un x2. Et comme ça, chacun va coter en fonction de ses prix. Et donc, on peut donc comparer un transporteur qui applique du poids volumétrique avec un transporteur qui lui facture juste au poids réel. Ce qui va être typiquement une poste européenne, par exemple, sur un flux local ou un broker. Donc voilà la méthode qu'on essaye d'appliquer chez nos clients et qu'on conseille. Alors, slide d'après, qu'est-ce qu'on a dit? Je peux passer la parole justement sur l'optimisation des emballages. Merci Mathieu. Voilà, donc tu parlais tout à l'heure de trouver le bon format par rapport à ce qu'on a expédié. Alors, dans ce qui est dit, on ne peut pas comparer un e-commerçant qui a des tas de références différentes et des tas de configurations possibles en termes de dimension de carton avec un e-commerçant qui expédie peut-être 100, 200, 500, 1000 colis par jour. Tout le monde ne peut pas se mécaniser. Et la majorité des e-commerçants, ils ne sont pas mécanisés. Il y a très très peu qui sont mécanisés. Il y a vente privée, mécanisée avec B+, on a parlé de Cdiscount, on a parlé de McCarthy, etc. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et comme ils sont quand même très nombreux, ces e-commerçants, nous on a fait partie de leur proposer des cartons les plus adaptés à ce qu'ils vont mettre dedans. Donc chez Raja, c'est une de nos forces, c'est d'avoir 1200 formats en stock qu'on expédie le jour même de la commande, et le lendemain ou son lendemain, le client a ce dont il a besoin. Donc notre démarche, ce que je pense utile aujourd'hui, c'est quelque part revenir en arrière. C'est-à-dire autant ces dernières années, on a voulu standardiser, on avait 15 formats de carton, et on faisait en sorte d'en avoir 3 ou 4, et du coup, on créait beaucoup de vide dans ces colis, et on mettait beaucoup de matériel de protection, de coussins d'air, de papier de calage, pour ne pas que ça bouge, voire on mettait pas grand chose, voire plus rien, parce que ça coûte quand même très cher tout ça. Donc du coup, voilà. Moi je pense que d'acheter des cartons les plus adaptés en termes de dimension et d'augmenter le nombre de références de cartons, c'est une solution qui permet
d'avoir une approche très optimisée par rapport à ça. J'aimerais bien qu'on puisse voir en clin d'œil une petite vidéo. Je ne sais pas comment on peut la mettre en grand format. Je ne sais pas. Non, elle est là. Normalement, elle est là. Ça y est, ça joue. Ah, non, mais il faudrait mettre en grand format. Est-ce qu'il est possible de le faire en très grand format? Voilà. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas en France. Donc ne nous inquiétons pas, c'est en Angleterre. Voilà, mais quand même, malgré tout, est-ce qu'on peut le faire en plus grand? Agrandir le format? Il n'y a pas de lien. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est une caméra cachée dans un centre de tri. Et on voit un peu comment c'est traité, comment les colis sont traités. Voilà. Alors, vous ne voyez peut-être pas, là, je viens de voir un écran d'aide qui vient de tomber. Voilà, comment c'est du Amazon, un peu tout ça. Et puis sachez quand même, malgré tout, que les colis ne sont pas forcément bien remplis. Donc ça bouge beaucoup dedans. Voilà, et là il y a un gars qui prend quelque chose, c'est marqué en gros fragile. Voilà. En fait, la vraie vie quand même, du premier kilomètre et du dernier kilomètre, c'est quand même un peu ça. Et il faut savoir que les colis que vous expédiez, dans le e-commerce, il y a au moins pas loin de 50 personnes différentes qui le touchent, ce paquet. Voilà, on va arrêter là, on ne va pas aller plus loin par rapport à ça. Donc, ce que je veux dire absolument et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bon emballage, ça ne veut pas dire une qualité au rabais. Il faut quand même malgré tout avoir des cartons qui sont résistants, adaptés, avec un minimum de protection, mais on ne peut pas se passer purement et simplement de l'emballage, sauf dans certains cas, comme monsieur de vente privée disait, voilà, pour les produits longs, quand ils sont déjà bien emballés, avec un emballage résistant, on fait du tel quel, et puis ça part comme ça. Moi, j'ai beaucoup de mes grands clients qui ont purement et simplement supprimé l'emballage. Avant, ils mettaient dans un carton. Finalement, l'emballage de base est suffisamment est conçu pour pouvoir être expédié en l'état. Voilà. Et puis, il y a le calage, la protection interne des colis. Moi, je préconise beaucoup la protection avec des films plastiques, mais pour envelopper un produit, notamment dans les gammes que nous avons dans notre offre produit, c'est des films plastiques bulles Newer, entre autres, qui sont extrêmement protecteurs, qui ne prennent pas beaucoup de place dans les colis et qui permettent d'envelopper, faire du wrapping de ce qu'on emballe, pour les produits dangereux, hein, pour les produits fragiles, pas pour les textiles, hein, on n'a pas besoin de tout ça, hein, bien entendu. Et puis notamment des solutions alternatives au plastique, parce que le plastique, bon, c'est pas très apprécié, hein, depuis quelques temps, on en parle beaucoup, et il y a des solutions qui existent en papier que nous proposons. Voilà, donc il faut absolument rester dans cette approche-là, de mon point de vue. Voilà, et puis derrière, voilà, s'il y avait, moi j'aime beaucoup le carton avec une hauteur variable. Ça, c'est pratique pour les gens qui ne sont pas mécanisés. J'aime particulièrement le carton avec un fond automatique, parce que quand on le monte très facilement, voilà, c'est solide. On met dessus. Alors c'est vrai qu'on perd un peu de temps à découper la hauteur, mais ça permet d'ajuster au maximum et de faire une personnalisation du colis. Ça prend un petit peu plus de temps, mais quand même, quand on utilise un carton avec un fond automatique, ça permet d'avoir un emballage parfaitement bien adapté. Voilà. On doit avoir derrière, on aime beaucoup les pochettes en papier, les pochettes craft. Vous savez, sur le marché, on vend beaucoup, alors Céline n'est pas là, mais les ventes privées, on doit vous livrer à peu près pour 2 millions de pochettes, d'unités de pochettes placées pour l'expédition de produits. On en fait à peu près 3 millions avec ces discounts. Voilà, donc c'est des pochettes avec du craft à l'extérieur et de la bulle à l'intérieur, hein, des pochettes protectrices. Voilà, moi je prends beaucoup aux solutions qui sont 100% papier, notamment qui sont des produits qui protègent avec un matelassage à l'intérieur de papier. Et puis l'alternative aussi aux pochettes plastiques que vous avez évoquées, M. Lardoute,
Il y a aussi des solutions qui existent, mais qui arrivent sur le marché. Voilà, elles existent. Elles sont coûteuses encore aujourd'hui. C'est des solutions tout papier, avec de billes, c'est notamment consommé par Amazon. En Europe, ils sont en train de tester en ce moment avec du Galeries Lafayette notamment. Et ça, je pense que ce type de produit a un vrai avenir et c'est une vraie réponse dans le cadre de l'éco-responsabilité des emballages. Voilà ce que je peux vous dire en synthèse. On ne va pas diffuser la vidéo, je crois qu'elle passe en boucle d'ailleurs en bas, mais voilà, c'était un de nos clients Melijo chez qui on a fait une prestation de consulting d'appel d'offres et on voulait juste zoomer sur le fait qu'à part la renégociation de leur contrat de transport, donc a quand même été le levier principal, mais sur la partie optimisation des emballages, et il y a le prestataire logistique qui est là, en les aidant à mieux comprendre, mais ça n'a pas de conséquences néfastes pour le logisticien, en les aidant à mieux comprendre que sur les États-Unis, sur un certain nombre de longues distances, il fallait peut-être utiliser plus de carton et s'assurer qu'il y ait un bon équilibre entre la consommation de carton, qu'on avait pu d'ailleurs obtenir assez précisément, et ce qui nous a permis de faire des rapprochements par rapport à ce qui était facturé en termes de transport par les expressistes qui étaient utilisés par le client. Voilà. Et là, on avait mesuré quand même près de 48 000 € par an d'économie de transport. Voilà, je crois que... Alors, il y a d'autres solutions, bien sûr, que ces aspects-là. Julien, je ne sais pas si tu veux prendre la parole là-dessus. Vous les avez évoqués, c'est la robotisation, la création d'emballages de produits qui sont prêts à expédier, c'est ce qui paraît le plus évident. En tout cas, on voulait, à travers cet atelier, vous sensibiliser à l'économie du vide. Et l'atelier a beaucoup été orienté sur des notions de coûts. Mais au-delà des coûts, il y a un impact écologique et environnemental qui est quand même juste exorbitant. Et moi j'invite aujourd'hui aussi les transporteurs à participer à l'effort. On voit qu'aujourd'hui le poids volumétrique est uniquement entre guillemets punitif, c'est-à-dire qu'on prend le poids le plus élevé entre les deux. Peut-être que si tous les acteurs travaillaient ensemble sur l'économie du vide et que le poids volumétrique avait un aspect incitatif, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une grille qui est systématiquement plus chère, parce que le transporteur il gagne, on a vu l'exemple d'Amazon, il y a quand même 70% de vide, en moyenne on parle de 45%. Si tous les acteurs prenaient ce sujet à bras le corps, en plus d'avoir un impact écologique hyper important, on aurait des gains dans toute la chaîne. Parce que le vide c'est de l'inconfort pour les consommateurs que nous sommes, avec des emballages inadaptés, des points relais qui sont saturés, et du coup avec de la replace. Un client qui va être livré dans le colis A se retrouve livré, dans le relais A se retrouve livré dans le relais B avec l'obligation de faire 20 km de plus que ce qu'il avait prévu. Donc on voit bien à quel point l'économie du vide est un enjeu majeur, d'autant plus que le e-commerce se développe quand même très très vite. C'est des sujets qui ont été très classiquement, je dirais, adressés par la grande distribution ces dernières décennies. On a vu les efforts, le packaging adapté, mais le e-commerce ne s'est pas encore saisi à 100% de ce sujet. Donc voilà, on voulait juste partager cette réflexion à travers quelques exemples et essayer aussi d'avoir pas qu'une approche coût sur le sujet. Il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait rajouter, il n'y a pas qu'une approche coût. Il y a une approche satisfaction client, bien entendu, il faut l'avoir en tête. Il faut savoir que 30% des clients qui reçoivent un colis trouve qu'il est abîmé. Enfin, abîmé, ça veut dire qu'il peut être un peu écrasé par endroits. 10% abîmé ou trop grand ou trop petit ou fragile. Enfin, ils ne sont pas satisfaits du colis qu'ils ont reçu. Donc, ils émettent une critique par rapport à ça. Il faut aussi comprendre que le thème de l'écologie, de l'éco-responsabilité, quand même, il est quand même de plus en plus fort ces dernières années, ces derniers mois. Nous on le voit, nos clients nous interpellent sur ces sujets-là et nous demandent de trouver des solutions plus éco-responsables. Il y a l'image de marque, les marques que vous représentez, et puis la réputation de vos marques. C'est très vite, ça va très vite sur LinkedIn, Facebook et tous ces réseaux sociaux, tous ces blogs qui existent où on affiche les colis abîmés, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire très attention à cet aspect-là, parce que de plus en plus, nos clients, les consommateurs, sont attentifs à cet aspect qualité. C'est pas simplement que le vide dans les colis, mais les gens ne veulent plus, ils sont
ça horrible, hein. Horrible. Voilà ce que je voulais vous dire en complément. Vous avez des questions? Est-ce que vous voulez continuer à échanger sur ce sujet tous ensemble avant de passer à la J'ai deuxième? une petite question qui s'adresse un peu à l'Assemblée. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire sur l'image de l'entreprise, les démarches environnementales, le confort du client, etc. par rapport à la gestion du vide. Mais généralement, si on arrive dans ce genre de situation, c'est parce qu'il y a un compromis économique à trouver. C'est-à-dire démultiplier les références d'emballage. Ça peut avoir un coût sur l'achat de nos emballages, ça peut avoir un coût sur la production de nos commandes logistiques, etc. Donc après, c'est une histoire d'arbitrage. Moi, la question que je me pose, et que j'ai envie de poser à tout le monde, c'est pensez-vous que si nous, en tant qu'e-commerçants, on est prêts à faire des efforts, pensez-vous que le consommateur est lui prêt à accepter un surcoût pour un emballage parfaitement fait sur mesure? C'est non. Voilà. C'est là toute la difficulté en fait. C'est un moment, il y a un effort qui est économique à un moment ou à un autre, et qui est prêt à absorber ce coût? Moi, je pense qu'une des réponses de ça, d'un point de vue financier, agir sur la diminution de la taille du colis, en fait, c'est de ça dont on parle. Hein. Oui, c'est quelque chose de très bon. Voilà, ça bien convaincu. L'emballage coûte quand même moins cher. On met dans certains cas pas de calage, pas de protection intérieure, c'est quand même de l'argent. C'est du temps. Donc il y a quand même une approche financière qui n'est pas négligeable. Et puis, on a eu la démonstration avec l'exposé de Mathieu, c'est qu'on diminue les coûts de transport. Donc il y a quand même un enjeu financier. C'est une histoire d'équilibre. Hein, oui, c'est une histoire d'équilibre. Dans les démarches que Mathieu nous a exposées, il y a aussi des éléments qui peuvent provoquer certains surcoûts. Enfin, c'est un tout. Quand on raisonne que... C'est sûr que si je vous achète un produit où j'ai 30% de matière en moins que ce que je vous achetais auparavant, inévitablement, je vais faire un bien. Mais à un moment, quand on est dans une logistique monoproduit simplifiée, oui, là je peux comprendre que ça ait du sens. Mais les e-commerçants, comme beaucoup, on est des distributeurs multi-références, on vend plusieurs centaines de milliers d'articles différents. Et à un moment, notre client ne nous commande pas qu'une pièce. Il commande une pièce A avec une pièce B et une pièce C. Il y en a une qui va être vendue comme ça. Le cas que vous avez montré tout à l'heure, typiquement, moi j'ai un client qui peut me commander l'équivalent d'une tringle, de la moustiquaire et de la souris. À un moment, comment on procède? Et là, ça devient un enjeu qui est véritablement économique. Il n'y a pas une réponse unique et qui marche pour tout le monde. Il y a des réponses. Et je pense que si on analyse et qu'on regarde très près ce qu'on fait, on peut trouver des leviers pour réduire probablement des colis qui peuvent partir tels que. Je ne sais pas, par rapport à la taille excessive. Ouais, mais moi je sais que certains de mes grands clients ont supprimé purement et simplement la mise en colis parce que c'était parfaitement bien emballé et que le client final était satisfait. Je pense qu'il n'y a pas une réponse et c'est pas valable pour tout le monde. Je disais tout à l'heure, ceux qui ont 1000, 10 000, 15 000 références, 100 000 références et plus, c'est pas comme madame qui vend des chemises par internet. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on agit sur les coûts de transport. Je ne suis pas transporteur, je connais un peu ce monde-là. Je ne pense pas que les coûts de transport dans le temps vont diminuer, ça j'y crois pas beaucoup. Voilà, donc ça veut dire que si on n'agit pas sur les coûts de transport, nos modèles économiques des commerçants vont être un peu bousculés. Nos clients ne veulent pas payer le transport, en plus. Non, mais ils ne veulent pas payer le transport, ça on le sait. Donc je pense qu'il faut agir. Et puis le transport, je ne sais pas chez vous combien c'est, mais si on fait un petit sondage là, en général mes clients me disent que c'est 7-8 fois le budget de l'emballage. Donc quand on agit sur le transport, on agit quand même sur le... Voilà. Pour aller dans le sens de monsieur, quand même, c'est vrai que si vous faites que du Colissimo en France et que du Mondial Relais, par exemple, vous n'aurez pas d'économie de transport à optimiser le volume de vos emballages. Voilà. Le danger, c'est si demain vous faites un peu plus de Chronopost et Chronopost applique du poids volume, vous aurez pris entre guillemets les mauvaises habitudes d'un colis relais qui peut être 3 fois trop gros. Et là, du coup, le poids volumétrique va vous pénaliser énormément et certains e-commerçants ne s'en rendent pas compte. Donc en fait, la vraie question, c'est quelle part de mes flux est facturée en poids volumétrique. Et ça, si vous le savez et que vous le maîtrisez, vous pouvez
éviter une politique vertueuse en termes d'optimisation de packaging. Par contre, dès que vous allez commencer à avoir de l'express, maintenant Chronopost en applique en France, donc ça, je ne sais pas si tout le monde, tous les clients ne le savent pas, j'en ai régulièrement qui ne sont pas au courant. Voilà, Chronopost l'applique sur tous les envois en France, donc ça peut rajouter 5 €, 3 € à chaque envoi Chronopost que vous faites. Donc là, on comprend tout de suite, là, il y a un driver économique important. Mais si vous êtes que sur du mondial relais, du Colissimo ou certains acteurs qui n'appliquent pas de poids de volume,